Chronique d'un droit généreux à l'épreuve d'un vécu douloureux. C'est le thème de l'ouvrage que nous allons pouvoir scruter ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Et cet ouvrage est l'œuvre de monsieur Sylvestre Pakabomba Mukenge. Il est juriste de formation, mais aussi spécialiste en questions de droit de l'homme, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit de l'homme, mais aussi et surtout officier de droit de l'homme à la mission des Nations Unies en Centrafrique, en sigle la MINUSCA. Bonsoir, monsieur Sylvestre. Bonsoir, Chantal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'en viens directement à l'intitulé de ton ouvrage, Chronique d'un droit généreux à l'épreuve d'un vécu douloureux. On peut en savoir un peu plus. Pourquoi ce titre? Vous avez d'abord pris une incise de mon titre. Le titre de l'ouvrage, c'est Les droits de l'homme en RDC, pendant la période de transition, de 90 à 2006. Et j'ai défini cette situation des droits de l'homme comme une chronique d'un droit généreux à l'épreuve d'un vécu douloureux. Quand on parle des droits de l'homme, on parle toujours des principes. Est-ce que ces principes existent dans les droits locaux? On répond par oui, parce qu'il s'agit d'un droit généreux. Il y a trop de principes en matière des droits de l'homme en RD Congo pendant cette période. C'est un pléonasme de dire que ça continue jusqu'à ce jour. Mais quand on fait le constat de la situation réelle des droits de l'homme, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce contraste-là que nous avons défini comme chronique d'un droit généreux à l'épreuve d'un vécu douloureux. Mais pourquoi avoir remonté à la période de transition de 1990 à 2006? Il faut toujours avoir l'essence de l'histoire. La compréhension de la situation d'aujourd'hui part de ce qu'on a vécu avant. Il est difficile à ce jour de commencer par parler de la situation des droits de l'homme au Congo aujourd'hui en ne sachant pas ce qui a préparé cette situation. Je vous rappelle que cet ouvrage-là, c'est carrément la diffusion de notre travail de fin d'études en droit de l'homme à l'université de Cotonou en 2007. Et vous vous imaginez qu'en 2007, nous étions en train de sortir de la situation de transition. Il était important de faire le bilan. Et le livre est une perspective aussi parce qu'il y a une partie qui présente un peu la situation à l'aune de la nouvelle constitution. Et après avoir écrit ce livre à cette époque, nous avons passé une dizaine d'années à observer la situation et on s'est dit non. Si jusqu'en 2016, la situation du Congo était celle qu'elle était, il était important quand même qu'on rappelle qu'il y a des choses qui se sont passées pour qu'on n'oublie pas, mais aussi pour qu'on puisse savoir quelles sont les perspectives d'amélioration aujourd'hui. Donc en réalité, la question a été discutée depuis 2006-2007, mais la publication a eu lieu 10 ans plus tard, en mettant en exergue un certain nombre de situations après 2007. Alors, la première partie est consacrée au cadre juridique favorable à la protection des droits de l'homme. On est, bien sûr, en cette période de 1990 à 2006. Est-ce qu'en RDC, vous avez pu quand même récolter, ou soit vous pouvez confirmer que la RDC a bel et bien un cadre juridique de protection des droits humains? Oui, cadre juridique de protection, oui. Quand on voit le cadre juridique, on voit les textes applicables. Applicables. Oui, pas les textes appliqués. Quand on va dans les textes appliqués, c'est là qu'on parle de la fameuse réalité douloureuse. Mais les textes applicables à RDC, d'ailleurs, le cadre juridique n'a pas fondamentalement changé entre la période de transition et ce jour. Il y a eu quelques changements, quelques changements cosmétiques, comme je peux dire, mais en réalité, quand on voit ce cadre juridique, il est favorable. Il est composé de textes de droit international, parce que le Congo, comme vous le savez, c'est un pays à tradition moniste. L'adoption et la ratification des textes internationaux les rend applicables au pays, et nous sommes parmi les pays qui ont beaucoup ratifié presque tous les textes et ont ratifié généralement les yeux fermés. C'est ça qui est la qualité
on ratifie les yeux fermés. Ça veut dire quoi, ratifier yeux fermés? Oui, ça veut dire simplement que on est très prompt à aller signer, adopter des textes qui ont été conçus sur le plan international et qui sont souvent généreux en termes de reconnaissance des droits aux individus, et nous les ratifions généralement sans réserve. Ça veut dire qu'avec une tradition moniste, quand ces textes sont directement applicables, une ratification les rend, donne les droits aux citoyens. Et nous sommes un de ces pays qui a ratifié presque tous ces textes. Il y a des textes déclaratoires où la RDC n'est jamais absente. Elle participe toujours. Ça, c'est le caractère généreux sur le plan international. On vient au niveau interne. Nous avons des constitutions qui prévoient, pendant toute la transition, toutes les constitutions avaient une vingtaine d'articles consacrés aux droits de l'homme. Vous avez même parlé, lorsque vous parlez de l'inflation des droits proclamés, tout ça, voilà, dans cette première partie. Oui, la première partie, c'était d'expliquer en quoi le droit congolais est un droit qui est, je peux dire, c'est un droit qui s'inscrit dans la mouvance libérale de reconnaissance des droits aux individus. Nous avons beaucoup de textes internationaux ratifiés et nous avons au niveau interne des constitutions qui se sont succédées et qui étaient très prolixes en termes de reconnaissance des droits. Et à côté de ces constitutions, il y avait des lois qui existent et qui reconnaissent un certain nombre des droits aux individus. A priori, quand on regarde la RDC, on se dit ça, c'est un paradis des droits de l'homme. Parce que les textes juridiques sont très corsés et ils reconnaissent des droits aux individus. C'est un a priori, mais il était important qu'on reconnaisse que cet a priori-là nous inscrit dans la mouvance des pays qui sont libéraux en matière des droits de l'homme. Mais ça ne reste que formel. Mais il faut déjà commencer par là. Parce que si vous voulez appliquer un droit à un individu, il faut déjà reconnaître que ces droits existent pour lui. De ce point de vue, nous sommes généreux. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'inflation des textes, mais pas seulement, mais aussi l'inflation des moyens de protection. Les mécanismes qui mettent en œuvre ces textes existent dans les textes. Les cours et tribunaux, les Congolais ont la possibilité d'aller à la Commission africaine, il avait la possibilité d'aller au comité des droits de l'homme, comité des droits économiques, sociaux et culturels, comité contre la torture. C'est un pays qui reconnaissait quand même à ses individus et à ses citoyens, je ne parle pas des citoyens seulement, mais des personnes vivant sous sa juridiction, des droits. Il faut reconnaître que c'est généreux. C'est généreux, maître Monsieur Sylvestre Pakabomba. Vous parlez aussi de cette réaffirmation pour la RDC, de pouvoir s'attacher aux instruments juridiques internationaux. Est-ce pour la RDC, en cette période, on remonte, est-ce un slogan ou bien il fallait peut-être s'arrêter carrément? Parce qu'à chaque fois, on a tendance à s'attacher à ces instruments juridiques internationaux. Mais en réalité, ça reste lettre morte. Est-ce qu'il faut s'y attacher encore? Est-ce que ça vaut la peine? Pour lutter pour quelque chose en matière de droits, il faut que cette chose soit reconnue. Ne minimisons pas ces réattachements, puisque c'est générateur des droits. Sans ces réattachements à ces instruments, il est difficile, même dans une cour, de réclamer le respect de ces droits. Donc pour nous les juristes et pour tous les citoyens, tant qu'un droit existe dans les textes qui sont applicables dans les pays, c'est un avantage. Mais puisque vous êtes attelé sur cette période de transition, quelle lecture avez-vous faite? À part le fait pour vous d'affirmer que les Congolais ratifient beaucoup de tests yeux fermés, est-ce qu'il y a eu quand même des avancées quittant le cadre normatif en termes d'applicabilité de tous ces engagements? Est-ce qu'il y a eu quand même ne fût-ce qu'une petite avancée dans l'application de ces différentes ratifications des différents tests? On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées. On ne peut pas aussi méconnaître un certain nombre de choses qui se sont passées.
La première avancée, c'est l'ouverture du droit au recours pour les citoyens. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans certains pays où on a ratifié pas grand-chose. Ces personnes-là, même quand leurs droits sont violés, n'ont pas des droits de recours. Ces institutions internationales qui mettent en place ces textes mettent aussi en place des institutions ou des structures qui sont chargées de suivre l'exécution de ces textes. Ils le font à travers plusieurs moyens. Il y a ce qu'on appelle les rapports périodiques. Quand vous avez ratifié un texte, il est important qu'à un moment donné, vous puissiez aller expliquer devant l'organe chargé du suivi de ces textes ce que vous avez fait sur les plans législatifs, ce que vous avez fait sur les plans de reconnaissance des droits à vos citoyens. Et la RDC est passée de temps en temps, grâce à cette ratification, devant ces organes pour expliquer comment elle a mis en œuvre les textes au niveau interne. La RDC est passée par exemple devant la Cour et la Commission africaine des droits de l'homme plus d'une fois pour expliquer comment elle a mis en œuvre la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a ce qu'on appelle les dialogues avec les États. On ne fait les dialogues qu'avec un État qui a ratifié les textes. Et cet État-là, dans sa défense, quand il va devant ses organes pour aller expliquer comment il a mis en œuvre les textes, il y a des questions qui lui sont posées. Il y a des questions, mais ça ne se limite qu'aux questions, parce que quand vous parlez par exemple des moyens coercitifs et non coercitifs, je me dis que tant que il n'y a pas les moyens ne sont pas vraiment contraignants en termes de sanctions, comme tout profane qui s'attendrait peut-être à ce que avoir la RDC couper des sanctions, en termes vraiment des sanctions, comme on en parlerait en justice. Est-ce que ça redonne, je vais dire, reconnaître l'autorité de ces différents, de ces différents organes. N'oubliez pas que nous sommes en droit international. Les principes primaires en droit international, c'est l'exécution de bonne foi par les États de leurs engagements internationaux. La question des droits de l'homme, c'est d'abord une question qui relève de l'obligation primaire de l'État. Alors, quand un État va ratifier, on suppose qu'il va exécuter de bonne foi. Et c'est cette exécution de bonne foi qui permet qu'il puisse y avoir un dialogue entre ces États et les organes chargés de suivi de ces instruments internationaux. Ce dialogue-là n'est pas inutile. Quand vous voulez qu'on puisse aller vers des sanctions coercitives, il est arrivé qu'on puisse invoquer certains autres principes. Parce que la question des droits de l'homme relève de ce qu'on appelle les questions de protection primaire. Les questions qui relèvent du pouvoir de certains organes des Nations Unies de veiller à ce que les individus, quand vous voyez dans la Charte des Nations Unies, le premier article, quand vous voyez 1C, 1D, vous voyez qu'on parle de la question des droits de l'homme et de la protection des individus. Et les Nations Unies ont mis en place des moyens qui sont des moyens de dialogue, mais les moyens coercitifs, on les met en œuvre quand il y a un danger imminent et permanent. Et ce genre de danger, c'est par exemple quand il y a... Quand on considère que les gens sont en danger de mort parce qu'il y a un pouvoir peut-être dictatorial qui tue les gens, il y a des sanctions qu'on prend au niveau des Nations Unies, mais ça relève d'un régime exceptionnel parce qu'on considère qu'un État qui a ratifié, il a lui-même, personne ne force ces États d'aller ratifier. Quand ils le font de bonne foi et l'exécution devrait être de bonne foi. Mais est-ce que la RDC depuis, pendant cette période-là, a eu quand même à écoper des sanctions? Sanctions, vous parlez des sanctions. En fait, a été soumise aux moyens coercitifs. Il y a eu des sanctions Parce ciblées. Que dans cette période, il y a eu quand même des violations. Oui, il y a eu des violations. En 90 déjà, il y avait des supposés massacres des étudiants à Lubumbashi. Généralement, ces sanctions relèvent premièrement des partenaires bilatéraux. Vous savez que nous sommes des pays généralement pauvres. Nous sommes soumis parfois au diktat de nos partenaires internationaux qui nous donnent l'argent. Si vous êtes un pays dépendant du point de vue financier, on peut considérer
à l'époque en 90, ces États ont mis en place ce qu'on appelle la conditionnalité politique. Pour que vous puissiez accéder à l'aide, il faut que vous puissiez montrer que vous êtes libéral, que vous avez libéralisé l'espace politique, que vous respectez les droits de l'homme. Et les pays qui ne l'ont pas fait étaient sanctionnés de ce point de vue, des sanctions financières. C'est ce qu'on appelait les embargos. Embargo, il y a la Belgique, il y a la France, il y a les États-Unis qui en ont pris à un certain moment. Les pays occidentaux contre le régime du président Mobutu. Ce qui a empêché ces régimes de souffler pendant un moment parce qu'ils dépendaient de ces aides internationales et quand on ne les lui donnait pas, il était incapable de le faire. Et c'est là quand même qu'on reproche le Conseil de sécurité ou soit les organes habilités lorsque ils sanctionnent. C'est vrai qu'on sanctionne les États, mais ces États-là ont leur population. Donc, on ne voit pas la population qu'on est en train de sanctionner indirectement. Et quelque part, il y a un peu un conflit. Et on ne sait pas exactement évaluer l'aide parce que d'un côté, on aide, de l'autre côté, on sanctionne indirectement la population. C'est là qu'on dit, justement, quelque part, c'est comme si on veut une chose et son contraire. Et c'est pour cela qu'on dit qu'un régime démocratique, c'est la meilleure option pour un État. Puisque si vous sentez que vous êtes asphyxié, vous êtes incapable de délivrer, il faut que cette population vous sanctionne aux élections. Il faut que cette population-là puisse être capable de réclamer ses droits. Et c'est cette réclamation qui fait que vous puissiez... C'est une pression qu'on met sur un État ou sur ses dirigeants pour que ces dirigeants puissent changer leur mode de gestion. Je crois qu'au-delà des sanctions qu'on prend, il y a toujours ce qu'on appelle l'assistance humanitaire qui existe. Même pendant cette période. Ne tient pas compte, généralement, cette assistance humanitaire relève d'un autre type de coopération. Il y a des changements. On peut changer, au lieu de passer par la coopération inter-État, on passe par la coopération privée. C'est ça qui a été envisagé à un certain moment. Ici, pendant cette période, quand le gouvernement congolais a refusé que les partenaires internationaux puissent aller directement collaborer avec les ONG en disant que c'est lui qui a la charge humanitaire et que, vous voyez, parfois on prend des sanctions contre l'État et on demande à ce qu'on puisse contourner l'État qu'on considère comme État terroriste parce qu'il viole les droits des individus. On veut passer par des partenaires humanitaires, des partenaires ONG, mais cet État-là, puisqu'il veut aussi maintenir la pression et avoir accès à cette aide, il sanctionne sa population en interdisant même ses recours privés. Alors, à qui la faute? À celui qui a considéré que donner l'argent à celui qui terrorise n'est pas une option, ou bien celui qui, pour dire que on tue l'œuf déjà, refuse même qu'on puisse passer par d'autres voies pour aider sa population. Mais revenons sur cet exemple, Monsieur Sylvestre. Ce n'est pas parce que c'est l'État qui engage, c'est l'État qui ratifie. Mais comment est-ce qu'on peut passer par les ONG pour coopérer? Vous ne trouvez pas que l'État était en droit de pouvoir s'opposer à cette démarche? Vous savez que l'obligation en matière des droits de l'homme est une obligation erga omnes. C'est-à-dire? Ça veut dire que c'est une obligation qu'on prend et qui ne profite pas nécessairement à celui qui la prend. Ça doit profiter à des personnes. Vous avez ratifié ce texte, c'est pour les individus. Ce n'est pas pour vous. Alors, si on vous sanctionne et que vous avez vraiment intérêt à ce que ces individus pour qui vous avez ratifié ces textes puissent y avoir accès, je ne vois pas pourquoi vous en serez offusqué, si eux sont les destinataires finaux. Monsieur Sylvestre, nous avançons sûrement vers la fin de cet entretien. La deuxième partie de votre livre, vous l'avez consacrée au contexte sociopolitique défavorable à l'effectivité des droits de l'homme. Et là, vous parlez de la douloureuse réalité des droits de l'homme en cette période de transition. Qu'en est-il effectivement? Je peux dire que cette douloureuse réalité continue jusqu'à ce jour. Il ne faut pas qu'on puisse se leurrer. La situation de la RDC n'a pas... Bien sûr. La transition pour rester dans le... La RDC n'a pas fondamentalement changé entre cette période et aujourd'hui en termes de jouissance des droits. La réalité douloureuse, elle a eu lieu sur tous les plans.
Hein, vous savez, les droits de l'homme, on a les droits civils et politiques. Ça veut dire la liberté des citoyens. Je crois que on ne vous apprend rien à vous dire que pendant cette période, il y avait beaucoup de cas d'arrestation arbitraire, interdiction des fonctionnements des partis politiques, fonctionnement monolithique, dédoublement institutionnel. Au fait, quand on fait ce tableau-là de la RDC, il y a eu des conflits d'ordre ethnique qui étaient téléguidés d'une certaine manière dans certaines régions de ce pays. Il y a eu la faim. Il y a eu la faim, il y a eu la guerre endémique. Il y a les droits économiques, sociaux et culturels, il y a les droits civils et politiques, il y a même les droits pour les peuples à son autodétermination, les droits pour les peuples à son développement, qui n'ont pas eu une réalité pendant cette période. Et pourtant, ce sont des droits qui sont reconnus par tous les textes. Justement, c'est ça le problème aussi. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, j'ai comme l'impression que les Africains, ou soit les Congolais en particulier, mettent beaucoup plus l'accent sur les droits civils et politiques et ne mettent pas plus d'accent sur les droits socio-économiques, les droits nouveaux par exemple. Quand vous parlez des Africains, vous parlez des États ou bien vous parlez des individus? Je vous pose la question. Ah bon, non, vous avez fait une affirmation en disant les Africains ne tiennent pas beaucoup compte de ça. Bon, c'est dans la logique même des droits de l'homme. Vous savez, la naissance des droits de l'homme, c'était par rapport à la résistance face à l'autorité dictatoriale de l'État. C'est Léviathan des Hobbes qui consommait tout et qui ne pouvait pas remettre... en tout cas, ce Léviathan-là était chargé de veiller sur les gens, mais il est devenu lui-même le consommateur de ses droits. Et il a fallu résister à celui-là. Et la première chose dont il fallait, pour laquelle il fallait se battre, c'était la liberté. Et c'est pour cela que, quand on parle des droits de l'homme, on voit plus les libertés. Mais ça ne se limite pas à ça. Un être né complet, que quand il est libre et il a son bien-être. Dans la liberté, vous savez pourquoi c'est facile de réclamer la liberté? Parce que ce qu'on demande à l'État, c'est de ne rien faire. C'est des actions négatives. Si on dit éviter les arrestations arbitraires, c'est plus facile. Ça ne coûte rien de laisser les gens circuler. Ça ne coûte rien de laisser les gens aller voter. Ça ne coûte rien de ne pas tuer quelqu'un. On vous demande juste de vous abstenir. C'est pour cela que c'est facile de les réclamer. L'État ne dira pas, je n'ai pas les moyens de ne pas arrêter les gens. Je n'ai pas les moyens de ne pas vous tuer. On lui demande de ne pas les faire. Mais quand on vient dans les droits économiques, sociaux et culturels, on demande des moyens. Pour assurer les droits à la santé, il faut non seulement créer des hôpitaux, mais il faut une fiscalité qui soit adaptée à l'importation des médicaments pour qu'ils puissent coûter moins cher. Il faut qu'on puisse former des médecins. Il faut que ces hôpitaux soient équipés. Quand il s'agit de l'enseignement, former les enseignants, rendre cet enseignement gratuit, essayer de permettre à tout le monde d'avoir un enseignement de qualité, payer bien ses enseignants, construire des universités, des écoles, ça coûte cher. Et pour cela, l'État peut invoquer des motifs budgétaires pour dire « je ne peux pas les faire ». Et c'est pour cela que la lutte pour les droits de l'homme, au-delà de la liberté, doit aller dans le sens de ses bien-être. Alors, dans votre ouvrage, M. Sylvestre Pakapomba, vous avez visé quoi exactement? Quel est l'objectif que vous avez voulu poursuivre en écrivant cet ouvrage et en le publiant? D'abord, en écrivant cet ouvrage, l'objectif c'était de décrire ce qui s'est passé à l'époque. D'écrire pour qu'on puisse savoir. D'écrire pour qu'on ne puisse pas oublier. Mais l'objectif final c'était de dire que ce n'est pas une fatalité de vivre la situation des droits de l'homme telle qu'on la vit, parce que le premier pas a déjà été franchi, c'est celui de l'adoption des textes et de la reconnaissance. Le deuxième pas, c'est celui de mettre en œuvre ces engagements, à travers une volonté politique, à travers des assignations budgétaires, à travers une bonne foi, puisque c'est tout ce qu'on demande à un État qui ratifie. Et puisque j'écrivais ça à cette époque, il y avait une constitution qui venait d'être adoptée. Il fallait reconnaître que cette constitution s'inscrivait dans la ligne droite de ces anciennes constitutions et qu'elle allait un peu plus loin en consolidant cette idée des droits de l'homme. À l'époque, j'espérais qu'avec la nouvelle constitution, avec la situation que le Congo connaissait à l'époque, une démocratisation qui commençait à se concrétiser, qu'on pourrait arriver à améliorer la situation des droits de l'homme.
avec les élections de 2006. Mais 10 ans plus tard, j'ai remarqué que la situation était presque identique en termes de jouissance, malgré les progrès constatés dans la Constitution. Mais quand même, vous espérez en une possibilité de réhabilitation du système congolais de protection, un acquis à consolider. Notre Constitution, c'était un acquis à consolider et ça le reste aujourd'hui. On a assisté à la consolidation de la démocratie d'une certaine manière. C'est grâce aussi à cette Constitution. Sans cette Constitution, on pourrait assister peut-être à autre chose au moment où nous parlons. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Oui, il faut y aller. Mais ça ne doit pas rester dans les cadres des principes. Ça doit aller dans l'application. Et l'application nécessite des moyens. Il faut mettre en place des moyens. Il faut mettre en place des moyens pour que la justice soit indépendante. Il faut mettre en place des moyens pour que la santé soit effective, pour que l'éducation soit effective. Il faut mettre en place des moyens pour que les choix citoyens soient effectifs. Nous sommes en face d'un État démissionnaire. État démissionnaire. Selon votre analyse critique, quand vous avez scruté, parce que lorsque vous dites que depuis 2006, date à laquelle vous avez écrit cet ouvrage, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que la RDC est un État démissionnaire? Parce que au finish, c'est à lui que revient la marche de la mise en œuvre de la protection des droits de l'homme. Démissionnaire, peut-être dans certains secteurs. Nous parlons des droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont des droits qui nécessitent beaucoup de moyens. Quand on regarde notre budget et sait à quoi il sert, on regarde la réalité des Congolais qui mangent une fois difficilement par jour, qui n'ont pas accès à une santé de bonne qualité. Les hôpitaux coûtent cher, on a des hôpitaux privés qui demandent, il y a même des, on gage les personnes, gager une personne parce qu'elle n'a pas payé les frais. Il faut que l'État regarde ça. Dans certains pays, on a constaté par exemple que la césarienne est prise en charge par l'État. Elle est gratuite. En Afrique? En Afrique, au Bénin, je donne un exemple d'un pays comme le Bénin. La césarienne est gratuite dans les hôpitaux publics. Moi, j'ai appris ici qu'on gage certaines personnes dans des hôpitaux publics. Bon, est-ce que l'État est démissionnaire? Bon, regardons l'hôpital général de Kinshasa. Les morgues qu'on sort, l'état dans lequel il se trouve. Ce n'est qu'un exemple. Nous suivons tous à la télé ce qui se passe au Congo. Et quand on voit toutes ces choses-là, bon, on se demande. Moi, je n'aime pas utiliser des termes puisque c'est trop disant. Non, je préfère vous donner des exemples. Essayer de déduire moi, je ne conclus pas. Même quand je faisais l'enseignement avec les étudiants dans l'université du Kassai et même ici à l'Unikin, quand on parlait des questions des droits de l'homme, je n'expliquais jamais que le Congo c'est un pays de missionnaires. J'ai donné tous les principes. Justice indépendante, ainsi de suite. Après, je leur dis, allez examiner vous-même si la justice est indépendante. Ce n'est pas la peur, c'est la critique. Ça vous permet à vous, qui me suivez, d'analyser. Puisque quand je vais donner un terme très très diseur là, l'État est démissionnaire. C'est creux. Il faut démontrer. Un hôpital qui est à côté de chez nous ici, là où nous sommes, c'est pas à 200 mètres de l'hôpital. Allez-y. C'est l'hôpital général de Kinshasa. C'est le plus grand hôpital de notre pays. Donc, en termes clairs, l'État est démissionnaire. Ah, vous voulez le dire? Bon, je vous laisse conclure. Alors, Sylvestre Pargabomba, nous sommes à la fin. Si vous avez été demandé de pouvoir nous faire un résumé de cet ouvrage que vous détenez entre vos mains, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en bref? Je vais vous lire juste le résumé. Je le lis, puisque j'ai écrit ça derrière mon livre. J'ai dit ceci: l'histoire des droits de l'homme en RDC est intimement liée à celle politique. 75 ans de présence coloniale belge, où esclavagisme, exploitation économique et mission civilisatrice ont fait des ravages. 5 ans de chaos dus à une indépendance acquise dans le sang, mal digérée par les colons et mal gérée par les autochtones. 25 ans de dictature institutionnelle et de déni de liberté. Puis 16 ans de transition politique critique. Cet ouvrage analyse cette transition sous le prisme de l'état des droits. Il présente premièrement un droit des droits de l'homme libéral. Je l'ai dit.
généreux dans les textes et dans les mécanismes des garanties. Ensuite, il constate paradoxalement que ces droits n'ont pas résisté aux faits. Faits de résistance à la démocratie. Faits de pauvreté et de guerres endémiques avec leur cortège d'atrocités. La transition aura donc été un rendez-vous manqué pour restaurer les droits de l'homme. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2016, alors que les débats politiques portent sur le respect des principes démocratiques, la question des droits de l'homme reste d'actualité. Ce recours historique est nécessaire pour à la fois éviter la répétition et améliorer la protection. Nous vivons dans ça, non? C'est tout ce que j'ai dit. C'était en 2016, quand on parlait de Oumela Yebela. C'est aussi des questions des droits de l'homme. Puisque c'est une actualité, je sais que vous ne voulez pas trop parler de la politique, mais actualisons Oumela et Yebela. Aujourd'hui, avec le choix du dauphin, ne pensez-vous pas que la Constitution a été respectée? Respectée un peu en retard, mais la Constitution sera respectée les jours où on verra les élections libres, transparentes et démocratiques et la transmission pacifique du pouvoir. On n'en est pas encore là. Il y a eu dépôt des candidatures. On attend. La situation des droits de l'homme dépend de ça. Après le dépôt des candidatures, il y aura examen des dossiers. Attendons voir. Après examen des dossiers, il y aura les élections. On espère qu'elles seront démocratiques et transparentes et que celui qui gagnera sera celui qui succédera au président en place. Merci beaucoup, Sylvia Sapakabomba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir accordé de votre attention. Nous avons présenté cet ouvrage, si on peut me le prendre, Les droits de l'homme en RD Congo pendant la transition 1990-2006, chronique d'un droit généreux à l'épreuve d'un vécu douloureux. Vous avez entendu au cours de cet entretien la pensée qui a animé l'auteur en écrivant cet ouvrage qui est disponible également en ligne. Merci. Je crois peut-être qu'il faudrait donner comment on peut retrouver ça en ligne. Je ne sais pas s'il y a un site où est hébergé. Oui, ça a été édité aux éditions universitaires européennes. Il faut juste aller sur le site des éditions universitaires européennes en ligne. Tapez les droits de l'homme en RD Congo pendant la transition en ligne et puis vous allez avoir un lien qui vous conduit vers morebook.de. Le livre est disponible en ligne. Merci beaucoup. Merci à vous, amis téléspectateurs du journal télévisé Droits humains. Je prends rendez-vous avec vous au tout prochain numéro. Au revoir.